Bonjour Christelle Comet. Bonjour. Alors Christelle Comet, vous êtes la cofondatrice des Mamans Louves et également la porte-parole. Vous êtes maman vous-même évidemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le mouvement des Mamans Louves pour que les téléspectateurs voient de quoi il s'agit ? Bien sûr, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, les Mamans Louves avont été créées le 4 novembre 2021 suite à la souffrance évidente des enfants au plein cœur de la crise sanitaire. On a d'abord demandé un débat public à Emmanuel Macron, étant donné la détresse psychologique notamment criante des enfants, puisque nous n'étions malheureusement pas entendus à travers les différents collectifs qu'il existait en France, qui étaient au nombre de 400, et on nous envoyait en fait toujours plus haut, c'est-à-dire qu'on avait sollicité toutes les strates, en fait, qu'elles soient de l'éducation nationale, les élus locaux, les élus nationaux, et à chaque fois, y compris évidemment les établissements scolaires, on nous disait « c'est pas nous, c'est le gouvernement ». Donc on est allé le 4 novembre à côté de l'Élysée pour faire cette action forte et pour ensuite, 2 mois après, se créer en association, donc à compter de janvier 2022. Oui, ça fait un bout de temps qu'on voulait vous recevoir d'ailleurs dans Les femmes et les enfants d'abord. Et là, c'est enfin le moment. Alors, comme j'ai quelques petits téléspectateurs qui sont un peu chafouins, ne serait-ce que par rapport au nom de mon émission, parce que c'est Les femmes et les enfants d'abord, ils me disent « mais que font les hommes dans tout ça ?» Est-ce que vous, dans les Mamans Louves, vous avez aussi des papas qui vous soutiennent ? Oui, évidemment. On a des papas qui nous soutiennent et ce, depuis le démarrage. Tout ça ne s'est pas fait sans eux. Ce qu'on a voulu faire à travers le nom des Mamans Louves, c'est rappeler l'instinct primaire des femmes qui ont porté, veillé leurs enfants et qui leur doivent, au-delà du soin dès la naissance, de leur porter secours et de pouvoir veiller à ce que leur intérêt soit respecté. Et c'est d'ailleurs les valeurs que l'on défend au sein de l'association. On défend l'intérêt supérieur des enfants ainsi que notre autorité parentale qui a largement été bafouée depuis la crise Covid. Et le tout en étant apolitique, je le reprécise parce que c'est très important. Alors, qui dit fin de l'année scolaire, Christelle Comet, dit petit bilan pour 2023-2024. Quels ont été vos axes de combat, vos victoires et qu'est-ce que vous préparez évidemment pour la nouvelle rentrée scolaire ? Alors, pour répondre à la première question, l'année 2023, bien écoutez, elle a été pour le moins riche. En action, on va dire, voilà, puisque depuis le début de l'année, on traite conjointement avec l'association SOS Éducation un sujet qui est celui de l'éducation à la sexualité au sein de l'école. Donc, vous avez tous dû en entendre parler, puisque c'est la priorité absolue du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Donc, je reviendrai en détail sur ce sujet-là. Pour ce qui est des années précédentes et des éventuelles victoires, alors, si au départ on a demandé un débat public avec Emmanuel Macron, que évidemment nous n'avons jamais obtenu, on a eu quand même la possibilité d'avoir de multiples fenêtres de débat avec des élus, qu'il s'agisse d'élus nationaux comme des élus locaux, parce que nous avons donc fait la démarche d'exercer une sorte de lobbying auprès des politiques que l'on sollicite tous, donc ça rejoint ce que vous dites. Nous sommes apartisans, d'accord, donc on ne préconise ou on ne promeut aucun parti politique. En revanche, on sollicite tous les parlementaires du pays à chaque fois qu'il y a un sujet qui nuit à l'intérêt supérieur des enfants. Donc c'est ce qu'on a fait l'année 2021, l'année 2022. Donc l'actualité évidemment a été riche, puisqu'on avait des enfants qui étaient globalement très impactés par les mesures sanitaires, qu'il s'agisse du port du masque, qu'il s'agisse des tests à répétition pour accéder au milieu scolaire, qu'il s'agisse également du pass sanitaire. Donc on a réussi à être reçus, donc on a été reçus au Sénat, on a été également reçus au Parlement européen, pour pouvoir exposer une de nos actions phares qui a été la rédaction du bilan de l'impact des mesures sanitaires sur la santé psychologique des enfants.
Au niveau des victoires, eh bien, c'est simplement peut-être avoir réussi à faire prendre conscience que toutes ces mesures qui, on le rappelle à chaque fois, n'ont jamais fait l'objet d'études d'impact, on a réussi à montrer qu'elles avaient bel et bien des impacts, on va dire pour 2 grandes raisons. La première, c'est que notre association est organisée avec une multitude d'antennes locales, à peu près sur tous les départements du pays, et nous avions des témoignages qui nous venaient de tous ces départements, qui criaient en fait l'impact de ces mesures, avec des enfants qui n'arrivaient plus à respirer, qui devaient lever leurs lunettes, qui développaient des pathologies au niveau buccal et du bas du visage. Il y a eu aussi un gros impact sur des troubles psychologiques. Et donc ça a été entendu par pas mal d'élus. Et lors de l'application du pass sanitaire, on a réussi à faire en sorte que les amendements qui soient déposés puissent épargner au moins les enfants de moins de 16 ans. On avait demandé à ce que tous les mineurs soient exemptés du pass sanitaire. On a réussi à obtenir à partir de l'âge de 16 ans. Voilà, donc on se doute bien que si on n'avait pas exercé toutes ces sollicitudes, peut-être que les choses auraient été pires. Sans doute que la levée des mesures a été permise aussi parce que, je le rappelle, cette détresse dont on parlait durant ces 2 années précédentes, elle était reconnue par les instances elles-mêmes. Et ce, d'ailleurs, depuis décembre 2020, puisqu'il y avait déjà un rapport d'enquête qui avait été mené à l'Assemblée nationale et qui montrait clairement que cette détresse, elle était chiffrée notamment avec tous les CHU de France qui criaient la détresse psychologique des enfants, avec les services pédopsychiatriques qui débordaient. On avait Angèle Conzoli aussi, qui était qui s'était exprimée sur le sujet. Et puis on avait aussi tous les bulletins de Santé publique France avec des statistiques catastrophiques. On se souvient, vous aviez aussi aidé des parents, et là c'est un autre axe de votre combat, c'est aussi soutenir individuellement des personnes qui ont été très impactées par cette crise sanitaire. Moi, je me souviens par exemple d'un papa qui avait refusé que son fils porte le masque, et c'était monté très très haut jusque dans les tribunaux de justice. Tout à fait. Alors c'est vrai que le plein cœur de notre accompagnement, c'était déjà de pouvoir être présent auprès des familles qui subissaient la douleur de leurs enfants sans pouvoir y répondre. Donc effectivement, il y a eu des recours en justice, malheureusement qui n'ont pas abouti. Il y a eu également des parents qui sont montés au créneau et qui n'ont pas obtenu gain de cause. Et pire que ça, ils ont été eux-mêmes jugés pour responsables, en fait. C'est une inversion totale de la culpabilité, finalement, qui a été posée. On a même accompagné des familles qui, après avoir souhaité, du coup, déscolariser leurs enfants, parce que c'était la seule solution qui restait, puisqu'il n'y avait aucun dialogue de possible avec, notamment, l'institution scolaire, on s'est vu à bien devoir tout simplement faire face à des informations préoccupantes à l'encontre de ces familles. Donc vous doutez bien la pression qu'ont pu recevoir ces dernières. C'était catastrophique. Donc on a essayé au maximum, grâce à une équipe juridique avec laquelle on travaillait, de pouvoir accompagner tout ce monde qui souhaitait qu'une chose, c'était pouvoir protéger leurs enfants. Oui, voilà, c'est ça ce qui est important de souligner, c'est qu'en association, il y a aussi le soutien à la personne et puis le fait d'être guidé vers les bons endroits pour être vraiment aidé ensuite. Si on revient sur ces questions d'éducation à la sexualité en classe, on a vu des choses proprement hallucinantes pour des enfants très jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur certains cas concrets? Est-ce que vous avez pu mettre en place et comment est-ce que vous avez fait pour alerter, là encore? Oui, alors c'est vrai qu'on a été envahi, entre guillemets, de témoignages. Donc il y a eu une accélération en fait de ces dérives, nous ce que l'on appelle dérives en milieu scolaire, et ce dès l'école primaire.
Donc le premier cas qu'on a dû traiter, c'était une école à Saint-Étienne, dans le 42, où une infirmière donc est intervenue auprès de classes de CM1, CM2. Donc on était avec des enfants de 9 à 10 ans, auprès desquels on a abordé la sexualité stricto sensu, avec des propos totalement ahurissants, hein, quand on connaît le développement de l'enfant, où on est allé leur expliquer la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le caressage de testicules et également la prise de bloqueurs qu'ils appelaient les bloqueurs de poils, donc les bloqueurs de puberté. Voilà. Alors que normalement, je tiens à le préciser, si on regarde le cadre des circulaires, qui sont normalement ce que l'on doit respecter pour pouvoir dispenser des séances d'éducation à la sexualité, c'est tout l'inverse de ce qui doit être fait. C'est-à-dire que on ne doit pas aborder stricto sensu la sexualité à l'école primaire. On doit respecter l'âge des enfants avec les contenus appropriés à ces âges. On doit également prévenir les familles de la tenue de ces séances et les présenter donc en conseil d'école, qu'il s'agisse de l'école primaire, du collège, également du lycée. Or, le plus souvent, ça n'est jamais fait. Les parents n'ont absolument aucune idée de ce que va être cette éducation à la sexualité. Pourtant, c'est rappelé par Pape Ndiaye lors de sa circulaire de septembre 2022. Et pour qu'il n'y ait pas de méprise sur ce qu'est cette éducation à la sexualité, elle doit être présentée. Sauf qu'aujourd'hui, on voit clairement qu'au prétexte, puisque ça c'est vraiment leur fer de lance, au prétexte de devoir lutter contre l'accès précoce à la pornographie, on vient expliquer la sexualité adulte en fait aux enfants, ce qui est absolument contraire aux besoins de l'enfant, et ça vient créer des troubles au niveau de leur développement affectif et cognitif, et cela aura des conséquences sur leur vie à court, moyen et long terme, jusqu'à générer des troubles d'ordre psychologique et puis même perturber leur sexualité plus tard. Si vous voulez bien, j'ajouterai une dernière chose, parce que ça, je pense que c'est important que vos auditeurs l'entendent. Évidemment que l'école doit être un lieu où on peut aborder la prévention. C'est ce qui était fait auparavant à travers le champ biologique. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a un enfant sur 10 qui est victime de violences sexuelles, on doit pouvoir leur expliquer que leur corps est leur corps, que personne ne doit violer leur intimité, que c'est interdit par la loi. Ça, c'est important, oui, et c'est important de le faire à l'école, puisque ces violences, souvent, elles interviennent dans le milieu infrafamilial. En revanche, aujourd'hui, on est face à une volonté de se conformer à des standards qui sont des standards européens, qui découlent d'une politique de l'OMS, qui a été mise en place depuis 2013 et qui est fervemment défendue par Pape Ndiaye à l'évidence, qui consiste à dire que l'enfant est doté d'une sexualité dès sa naissance. Donc on part d'un postulat qui est absolument faux. Et si vous allez regarder ces standards européens, c'est très simple, en tapant dans le moteur de recherche Google, vous tapez standards européens, éducation à la sexualité, vous avez une version .ch, donc qui est une version suisse traduite en français, et vous allez de la page 38 à 48, et vous avez un tableau avec des correspondances par âge, et de 0 à 4 ans, pour vous dire si c'est complètement dingue ce qui est recommandé. On vient vous dire de parler à des enfants de 0 à 4 ans de masturbation. Voilà. Après, on va leur expliquer la sexualité telle qu'elle est, à partir de 4 à 6 ans, le questionnement de l'identité de genre, alors même que les enfants sont en pleine construction. Donc, on vient casser en fait tous leurs repères avec ces préconisations qui, somme toute, n'ont rien de scientifique, puisque elle découle simplement d'associations militantes, il ne faut pas se mentir, sur le comité censément d'experts qui ont rédigé ces standards. 15 des 16
font partie d'associations militantes comme le planning familial ou SOS homophobie, enfin ce genre d'associations qui n'ont pas d'experts en pédopsychiatrie. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, ces standards-là n'ont jamais été validés par des experts de l'enfance. Et ça, il faut quand même se le dire. Je mets le lien pour les téléspectateurs de la page que vous venez de mentionner. Vous pourrez le retrouver dans les liens utiles juste en dessous de l'émission, ainsi que le lien des Mamans Louves. Christelle Comet, j'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour vous soutenir, pour vous rejoindre ou pour vous faire part de quelque chose de cet ordre que l'enfant nous aurait rapporté le soir lors du dîner ? Alors oui, on a un site internet où déjà vous pouvez retrouver toutes les différentes thématiques que l'on traite. Donc le site internet est www.maman.louve.org. Sur ce même site, si vous avez un témoignage à nous faire parvenir, vous avez un onglet témoignage pour pouvoir venir le déposer, qui se trouve dans la rubrique thématique éducation à la sexualité. Peut-être que sur Twitter notamment, je pourrais vous mettre directement aussi l'adresse mail qui est dédiée à cela. Ensuite, on a des actions évidemment qui sont en cours. Donc si vous vous inquiétez, et c'est le cas de milliers de parents aujourd'hui qui nous écrivent, on a mis à disposition un modèle de courrier qui permet de rappeler tout le cadre des circulaires de référence et de pouvoir aussi manifester votre désaccord quant à cette éducation à la sexualité telle qu'elle est préconisée aujourd'hui et telle qu'elle est vue malheureusement sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Christelle Comet pour toutes ces indications très claires, très précises.